Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation de Laura Petersel et Kevin Certenay. Avant-propos. Pourquoi ce livre ? Parce que le virus Tina, There is no alternative, il n'y a pas d'autre alternative, inoculé par Margaret Thatcher en 1980, semble avoir contaminé une partie des forces anticapitalistes en France et ôte l'envie de se battre, de renverser la table. Parce que nous refusons de nous laisser gagner par un sentiment de dépression et la perspective omniprésente de fin du monde. Alors, en toute modestie et avec une immense ambition, nous allons tenter de partager ce qui nous anime, nous met en mouvement et nous met en joie dans une optique de transformation sociale profonde. Le collectif est un être puissant, mais notre société actuelle nous atomise, nous étouffe sous le poids du fatalisme et nous rend aveugles et sourds aux intuitions qui nous traversent. Nous sommes des militants, militantes, nous ne sommes ni chercheurs ni experts. Notre propos part des réflexions proposées par Bernard Friot, adoptées et développées par l'association Réseau Salariat. Ces travaux amènent une critique radicale du système capitaliste, c'est-à-dire qui s'attache à en analyser les causes profondes, les racines, et ne se contente pas d'en observer les effets. Il nous invite à penser une société post-capitaliste et à formuler un désir de communisme. Parler d'alimentation, c'est parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous à différents niveaux et nous permet de rendre l'utopie d'une société débarrassée des rapports de domination un peu plus concrète. En tout cas, nous nous y essayons. Explorer l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation a été pour nous l'occasion d'appliquer concrètement ce que nous comprenions des réflexions de Réseau Salariat à un sujet majeur, l'alimentation. Nous avons beaucoup appris ces dernières années et nous tâchons ici d'en rendre compte. Nous avons à cœur de ne pas être uniquement dans la critique de l'existant, mais bien dans la proposition de pistes concrètes pour un avenir désirable. Ces pistes ont une dimension résolument macroéconomique parce qu'il est primordial de penser la manière dont sont produites et distribuées les richesses à l'échelle sociétale si nous voulons mener la lutte pour une révolution sociale. Cela ne nous empêchera pas de souligner les déjà là subversifs que nous décelons dans les pratiques actuelles. D'où parlons-nous ? Nous sommes membres de l'association Réseau Salariat. Nous sommes une femme blanche et un homme blanc. Nous avons presque la quarantaine. Nous sommes engagés dans des combats, des initiatives de lutte sociale, attrapées sous des angles différents. D'un côté, la ruralité, l'écologie, les luttes hors de l'emploi, un souci de l'action concrète et une culture paysanne. De l'autre, la ville, l'engagement contre la répression sous toutes ses formes, les luttes syndicales dans l'emploi, une approche plus conceptuelle et un intérêt pour les mouvements féministes, antiracistes et décoloniaux. Ce qui nous unit, outre l'amour que nous nous portons, c'est bien cette profonde envie de contribuer à l'avènement d'une société plus juste, plus égalitaire, plus horizontale, plus démocratique. Une société où l'intérêt général prime sur la cupidité de quelques-uns. Nous nous sommes beaucoup posé la question de notre légitimité à écrire sur ce sujet, à écrire tout court. Et c'est finalement l'envie de partager nos prises de conscience, de compiler nos réflexions qui a pris le dessus, avec le souci crucial de mettre au cœur de nos propos les personnes qui travaillent dans la filière alimentation. Sans prétendre parler à la place de quiconque, nous souhaitons que notre parole soit ancrée dans le réel. Ce livre est aussi une manière pour nous de dire merde au patriarcat et à la condescendance des bourgeois vis-à-vis de la classe paysanne. Alors, nous nous sommes autorisés. Merci à Anaïs et Aurélien pour nous avoir permis cela. Merci à Adrien pour les illustrations. Merci à celles et ceux qui nous ont relus et soutenus. Et merci à Bernard qui, plutôt que de pleurer sur le présent pitoyable, nous invite à penser à un avenir désirable. Contexte. À quoi nous fait penser le mot alimentation ? Laura. Je pense d'abord à ce qu'il y a dans mon assiette, si c'est bon ou pas, qui a cuisiné. Je pense aussi à la période Covid que nous traversons, qui s'est traduite notamment par une explosion du recours à l'aide alimentaire en France. Kevin. Je pense à la table, aux rencontres, aux rires, à ma grand-mère, au paysage de bocage, à la culture paysanne qui est attaquée sans relâche, ce qui a pour effet de nous déraciner, de nous déconnecter d'une génération à l'autre, de nous couper de notre longue histoire des ploucs. Le système alimentaire doit se transformer. Ce serait une erreur de l'envisager uniquement à une échelle nationale, car la filière alimentation est mondialisée. La France importe la moitié des fruits et légumes consommés sur son territoire et la richesse du pays repose en grande partie sur son passé colonial et esclavagiste dont de nombreuses traces subsistent.
Manger du sucre, du chocolat, boire du café et du thé, autant de gestes quotidiens qui signalent à quel point notre alimentation est internationale. Dans le monde, une poignée de multinationales détient un quasi-monopole pour l'achat, la transformation et la distribution des produits alimentaires. Ce sont les mêmes qui imposent l'agriculture intensive, un modèle qui prend en tenaille les agriculteurs, qu'ils soient paysans ou exploitants agricoles. À l'échelle mondiale, les petites fermes produisent 70% de l'alimentation, tout en occupant moins du quart des terres agricoles. La majeure partie de la nourriture produite provient d'exploitations familiales, dont la plupart peinent à vivre décemment de leur travail. Le système alimentaire mondial produit de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains, alors que nous sommes 7,8 milliards, chiffre de mars 2020, et pourtant, plus d'1 milliard de personnes à travers le monde souffrent de famine et de malnutrition, un nombre en augmentation. L'impact économique de la crise du Covid a plongé des dizaines de millions de personnes supplémentaires dans la faim. En France, plus d'1 personne sur 10 dépend durablement de l'aide alimentaire. Le problème n'est donc pas la quantité de nourriture produite chaque année à travers le monde, mais plutôt qui produit, où, comment, pour qui et pourquoi. L'argument selon lequel le développement de l'agriculture industrielle permettrait de nourrir le monde est obsolète et irrecevable. Par ailleurs, les géants de l'industrie agroalimentaire sont basés en Suisse, en France, aux États-Unis et brassent des milliards d'euros. Ils emploient des millions de personnes à travers le monde dans des conditions souvent inhumaines et contrôlent l'ensemble des maillons de la chaîne. Cela leur donne le pouvoir de dicter les règles du jeu. Leur objectif est clair, engranger un maximum de bénéfices et verser encore et toujours plus de dividendes à leurs actionnaires. Il est très difficile d'avoir une vision exhaustive de l'ensemble de la filière, car ces multinationales savent jouer avec les règles posées par les institutions internationales, régionales et nationales pour se soustraire aux impôts, taxes et cotisations sociales. Analyser ces faits et vouloir que la situation change ne peut se cantonner à l'évolution des modes de production agricole et de la manière dont la nourriture est consommée. Louis Malassi parle d'une, entre guillemets, économie agroalimentaire, dans laquelle sont inclus tous les stades du système, de la production au mode de consommation, en passant par la transformation et la distribution. Que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, la puissance économique est aujourd'hui concentrée entre les mains d'un petit nombre d'acteurs de la transformation et de la distribution, qu'on appelle d'ailleurs entre guillemets grande distribution. Sans oublier les acteurs de la production qui se cachent derrière les agriculteurs, semenciers, marchands de produits toxiques, pesticides, herbicides, etc., et fabricants de machines agricoles. Ne pas penser ensemble ces 4 pans conduit inexorablement à fournir des solutions qui ne touchent qu'un petit nombre d'individus et qui ne remettent fondamentalement rien en cause. Promouvoir l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est vouloir transformer radicalement l'ensemble de la filière et impacter les conditions matérielles de vie de toutes et tous. Penser l'articulation entre rapport de domination et alimentation. Kevin. Sur ce sujet, je pense à ma maman. Mère de 3 enfants, employée d'usine, secrétaire, comptable dans l'entreprise familiale, elle effectuait aussi l'ensemble des tâches liées à l'alimentation, à la maison et une grande partie au jardin. Revenait à mon père la cuisson de la viande au barbecue l'été et le bêchage du jardin. Depuis leur retraite, une chose est certaine, ça bouge. Laura. J'adore le chocolat sous toutes ses formes. Un dessert sans chocolat a aussi peu d'intérêt à mes yeux qu'un chat sans poil. C'est un peu un truc de famille. En vacances, il nous est même arrivé de faire un détour par la Suisse pour aller en acheter. Le chocolat suisse est quand même balèze, même si le belge rivalise bien et que le français n'est pas mal non plus. J'ai aussi côtoyé de fort près des personnes accros au café, prêtes à remuer ciel et terre pour un ristretto. Parce que les vraies amatrices de café le savent bien, le meilleur, c'est l'italien. Bizarrement, ça fait seulement quelques années que j'ai compris que café et cacao ne poussaient pas à mes pieds, mais plutôt à l'autre bout du monde. Pourtant, mon imaginaire sur leur provenance s'arrêtait aux portes de l'Europe. Mon propos est ici volontairement caricatural et chauvin. Il vise à souligner les impensés qui envahissent le sujet de l'alimentation. Ouvrez les guillemets. Je refuse d'écouter quiconque parle d'économie sans reconnaître la valeur de ce qui n'est pas payé. Fermez les guillemets. Nous pouvons analyser nos interactions sociales sur 3 niveaux. Les relations interpersonnelles, les pratiques sociales et les rapports sociaux. Les rapports sociaux ou rapports de domination sont définis comme une tension entre 2 groupes sociaux,
ou classe, ayant des intérêts divergents, donc conflictuels, autour des enjeux de production et de reproduction. Les rapports sociaux vont distribuer des rôles dont certaines vont pouvoir tirer des bénéfices ou des privilèges, et d'autres, des coûts ou des obligations. Ces groupes nous dépassent en tant qu'individus. Nous sommes socialement déterminés à appartenir à telle ou telle classe, mais il est possible d'en prendre conscience et d'adapter nos comportements individuels et nos pratiques sociales. Ainsi, le fait de manger des aliments issus de l'agriculture paysanne et produits localement n'aura pas du tout la même portée s'il s'agit d'un acte individuel de consommation, d'un collectif qui s'organise pour effectuer des commandes groupées, ou si c'est une institution politique qui permet à toutes et tous l'accès à ces produits. C'est au niveau des pratiques sociales et non à l'échelon individuel que se dessinent des résistances et des conquêtes porteuses d'évolution des rapports sociaux. C'est le lieu stratégique de la transformation sociale. Soyons lucides sur notre positionnement pour ne pas perdre de vue l'horizon. Les rapports de domination sont essentiellement de 3 ordres: classe, genre et race. Ils traversent aussi le système alimentaire. La colonisation a consisté, entre autres, à accaparer des terres et des ressources naturelles dans un but agricole. Avec l'esclavage, les colons ont pu utiliser de la main-d'œuvre gratuite dans des champs à monoculture intensive, dont une bonne part a servi à produire de l'alimentation, canne à sucre notamment. Le racisme est l'idéologie venue justifier l'asservissement de groupes humains par un autre groupe humain. Comme l'écrit Mireille Fanon-Mendès-France, ouvrez les guillemets, le système capitaliste dans lequel nous vivons est né de la division de l'humanité imposée par l'idéologie de la race comme marqueur social. Les rapports sociaux structurés par la race sont ainsi le reflet des rapports internationaux et leur changement dépend d'un changement dans ces rapports internationaux. On ne pourra construire d'alternative au capitalisme sans s'attaquer aux sources du racisme structurel. Fermez les guillemets. Dans le monde entier et depuis toujours, les hommes bénéficient du travail gratuit des femmes. Il y a donc un enjeu fondamental à situer la place des femmes lorsqu'on parle d'alimentation, car ce sont elles qui portent la charge de nourrir, charge mentale de l'organisation et charge concrète de réalisation. Préparer des menus, faire les courses et la cuisine, donner à manger, faire la vaisselle. Elles sont également surexploitées dans le monde professionnel, y compris dans le secteur de l'alimentation. Dans son livre Caliban et la sorcière, Silvia Federici démontre comment le système capitaliste s'est appuyé sur le système patriarcal et le système colonial pour asseoir son hégémonie et mener à bien, ouvrez les guillemets, l'accumulation primitive du capital, fermez les guillemets. Dans le domaine agricole, s'il y a des exploitations agricoles, il y a des exploités. Il y a aujourd'hui en France 400 000 exploitants et 750 000 salariés agricoles, pour 220 000 équivalents temps plein, dont les travailleuses et les travailleurs saisonniers. Invisibiliser le salariat agricole, notamment le travail saisonnier, c'est faire l'impasse sur le réel, sur la précarité de ces statuts. Il en est de même dans les usines de transformation, les abattoirs, la grande distribution, la restauration. Il y a des exploitations de la force de travail de centaines de milliers de personnes par quelques grandes entreprises qui engendrent des milliards d'euros de profit. Ces rapports de classe sont au cœur du système alimentaire et nos propositions visent à les renverser. Quant à la manière dont nous nous nourrissons, là aussi, un rapport de classe existe entre les personnes qui ont accès à de la nourriture écolo, bio, locale, de saison et vendue en circuit court, et les personnes qui ne décident pas de leur alimentation. Pour des raisons économiques, géographiques, sociales et culturelles, ces dernières n'ont pas accès aux mêmes aliments et, pour une partie d'entre elles, dépendent de l'aide alimentaire. Comme tout rapport de domination, celui-ci n'échappe pas à la condescendance des uns envers les autres. Ainsi, en France, environ 10% de la population consomme écolo, 10% dépend de l'aide alimentaire et 43% déclarent se restreindre sur la qualité de son alimentation, surtout les femmes et les jeunes. Comment penser un système qui garantisse un accès égalitaire à l'alimentation? Pourquoi est-ce ainsi? Comment s'en sortir? Si la filière alimentation est aujourd'hui exclusivement tournée vers une logique de rentabilité et de maximisation des profits à court terme, cela se fait au détriment de l'ensemble de la population, en particulier des femmes et des populations des pays colonisés, surexploités. Prendre en compte cet aspect du sujet revient à s'intéresser à qui, concrètement, travaille dans la filière et qui en subit le plus massivement l'exploitation.
Selon l'angle macroéconomique que nous avons choisi d'adopter, la question de l'exploitation de la force de travail est au cœur de nos préoccupations. Premier point. Et cette question est intrinsèquement liée à celle de la propriété des outils de travail. Point 2. Les articulations entre secteur économique et vie politique, les enjeux de gouvernance, vont également peser sur cette organisation sociale. Point 3. L'argent qui va permettre la création, la pérennisation ou la transformation de cette organisation du travail, c'est-à-dire l'investissement, est aussi un enjeu fondamental. Point 4. L'analyse des intérêts en présence et de la répartition de la valeur dans la société révèle à qui le système profite. Point 5. Ces 5 angles d'attaque pour défaire le système économique capitaliste sont imbriqués, inséparables et croisés avec une visée féministe et décoloniale. Ils sont devenus notre grille de lecture pour comprendre le système alimentaire et penser sa transformation. Ils nous permettent de dresser des constats, d'interroger nos pratiques sociales et d'éclairer notre pensée politique dans la perspective d'une sécurité sociale de l'alimentation.